Dans notre étude de la vie divine, nous lisons le chapitre intitulé L'homme et l'évolution. Sri Aurobindo décrit le processus par lequel la conscience émerge de la matière, malgré la résistance de cette dernière. Nous avons déjà vu l'émergence de la vie et de l'esprit, mais l'homme mental doit encore évoluer pour devenir un être pleinement conscient, un être divin ou super-humain spirituel et sacramentel. Cette évolution se déroule en deux niveaux. D'une part, il y a une évolution physique visible, avec une augmentation des capacités et des pouvoirs de conscience à chaque naissance dans l'espèce. D'autre part, il y a un processus intérieur invisible de l'âme évoluant à travers des réincarnations, progressant à travers des formes et des niveaux de conscience. Ces deux processus se rejoignent, avec l'âme utilisant le mécanisme de la forme pour croître en conscience. Ainsi, la question se pose. Est-ce que cette évolution est vraiment nécessaire ? Pouvons-nous expliquer tout cela sans avoir recours à une évolution ? Cette question est discutée en détail par Sri Aurobindo. Il souligne que dans la forme extérieure, l'individu n'est pas si important, c'est la race dans son ensemble qui évolue. L'individu a un rôle limité et doit renaître pour continuer sa croissance. Cette distinction entre la forme extérieure et la conscience individuelle permet de comprendre les principes fondamentaux de l'évolution et de formuler comment l'évolution sacramentelle pourra se produire. En fin de compte, Sri Aurobindo affirme que c'est la conscience qui évolue, pas la forme elle-même. Il remet en question la nécessité de l'évolution de la forme et propose de remettre en cause la théorie de l'évolution. Il estime que celle-ci n'est pas suffisamment fondée et même inutile pour expliquer l'existence terrestre. La question de l'évolution de l'être humain vers un type supramental est abordée. L'auteur souligne que cette évolution jusqu'au niveau de l'esprit semble être le sommet et le but ultime. Cependant, il soulève aussi la question de savoir si cette évolution peut aller au-delà de l'esprit et atteindre des niveaux supérieurs de conscience qui ne sont pas accessibles à l'expérience physique. Ces questions sont légitimes et ont été abordées par de nombreuses philosophies et traditions. L'auteur y répond en explorant les principes fondamentaux de l'évolution et en montrant comment cela pourrait se traduire par une étape ultérieure. Il est souligné que la manifestation de l'esprit dans le temps et l'espace est une expérience de la conscience intemporelle et éternelle. De plus, il est admis qu'il existe 7 niveaux de conscience, qui comprennent le physique, le vital, le mental et le supramental. L'auteur affirme qu'une évolution spirituelle n'est pas une conséquence inévitable de ces admissions. Il est possible d'imaginer un monde où il n'y a pas d'évolution spirituelle individuelle, bien qu'il puisse y avoir une évolution collective. L'auteur mentionne également que chaque forme de manifestation divine est divine en elle-même et que la présence divine y trouve sa joie d'existence, sans avoir besoin de changement ou de progrès. Enfin, l'auteur note que l'infini se manifeste dans un ordre et une hiérarchie nécessaires, et que ces nécessités sont suffisamment prévues par les innombrables variations et formes de conscience présentes dans le monde. Dans ce texte, il est expliqué qu'il existe une multitude de formes dans la nature, chacune représentant différents types de conscience. Cependant, il n'y a pas de but téléologique à la création, il n'y a pas de perfection ultime à atteindre. Alors que les humains ont souvent le sentiment qu'ils doivent atteindre un certain objectif dans leur vie ou que la société doit être parfaite, l'auteur remet en question ces idées et souligne que rien n'a besoin d'être atteint car tout est déjà présent. Il suggère que la création et la manifestation existent simplement pour le plaisir de l'expression et de la diversité. En fin de compte, il n'y a pas de raison d'avoir une évolution avec une culmination ou une perfection ultime à atteindre. La seule chose qui peut exister est le sens de l'ultime perfection, qui dépasse même notre imagination. Le texte explique que malgré les impulsions humaines de recherche de perfection ultime, la réalité actuelle ne correspond pas à cette idée. Les principes de création sont permanents et chaque être reste lui-même sans ressentir le besoin de devenir autre chose. Cependant, quelques êtres humains insatisfaits peuvent rechercher quelque chose de plus, mais cela est considéré comme une exagération des capacités humaines. Le texte mentionne également la disparition de certaines espèces et l'émergence de nouvelles espèces, causées par le retrait de la force de conscience de l'univers qui trouve du plaisir dans certaines formes de vie. Il est souligné que les extinctions massives et les changements dans les formes de vie sont souvent déclenchés par des événements externes, mais ils sont en réalité causés par le retrait de la force de conscience qui soutient ces formes de vie. Dans le contexte humain, certaines activités et modes de pensée peuvent également s'effondrer si elles ne trouvent plus de plaisir et de soutien auprès de la force de conscience. Nous sommes témoins d'un changement dans les intérêts et les comportements des enfants et des jeunes. Par exemple, les enfants sont capables de maîtriser rapidement l'utilisation des appareils électroniques, comme les téléphones portables et les tablettes, mieux que les adultes. Cela suggère que leur conscience se tourne maintenant vers ces nouvelles technologies, abandonnant ainsi d'autres activités qui les intéressaient auparavant. De même, de plus en plus de jeunes semblent rejeter l'idée de se spécialiser dans un domaine spécifique sur une longue période de temps, préférant plutôt élargir leurs connaissances et leur expérience universelle. Cela se traduit par une diminution de l'intérêt pour les arts qui demandent un engagement à long terme. Nous constatons également une perte d'intérêt pour la retraite esthétique, où autrefois des personnes se retiraient joyeusement de la vie pour se consacrer à une pratique religieuse ou artistique. Aujourd'hui, peu de gens sont prêts à adopter ce style de vie. Nous pouvons également constater une baisse du nombre de personnes rejoignant les ordres monastiques, car la vie monastique ne semble plus attirer les jeunes générations.
Cette évolution indique que le désir de l'existence se manifeste différemment au fil du temps, et que cela peut entraîner la disparition de certaines formes de vie et d'intérêt, ainsi que l'émergence de nouvelles formes. C'est le plaisir de la force consciente qui est à l'origine de l'évolution et de l'expérience, et lorsque ce plaisir se retire, l'existence cesse de se manifester sous sa forme actuelle. Cependant, cela peut conduire à l'émergence de nouvelles formes et de nouvelles variations, guidées par la force consciente. Par exemple, certaines espèces animales peuvent disparaître parce que la force les abandonne, mais cela peut également engendrer l'émergence de nouvelles plantes et de nouvelles variations dans la nature. L'esprit humain peut également être utilisé comme un outil pour accélérer ce processus d'évolution, par exemple en modifiant génétiquement des fleurs pour produire des couleurs inhabituelles. En même temps, nous ne pensons pas aux autres possibilités que nous pourrions également modifier avec des gènes, car elles ne nous semblent pas aussi intéressantes. Nous devons donc examiner la cause profonde derrière ce qui va se passer. Si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer ensuite dans l'évolution, vous ne pouvez pas l'expliquer uniquement par des moyens externes, vous ne pouvez l'expliquer ou le prédire qu'en reconnaissant le choix fait par la force de la conscience dans son jeu de lumière. Cher Aurobindo, dans ses écrits sur l'idéal de l'unité humaine, souligne certaines transitions d'inflexion de l'histoire. Il existe des transitions pour lesquelles il y a une cause claire, cela s'est produit, et puis le reste s'est produit, et il y a des transitions où il n'y a pas de cause, soudainement quelque chose émerge sans raison. Et il dit que ce sont celles qui sont les plus importantes et que si vous ne pouvez pas les expliquer, vous n'avez pas compris le véritable principe du développement social ou de l'unité humaine. C'est une conscience qui choisit de changer de plan. Il y a une urgence ressentie par la nature elle-même pour faire un grand bond en avant, et c'est cette urgence qui déterminera l'avenir de l'humanité. Une fois que l'urgence sera ressentie, la nature commencera à se déplacer vers cette direction et les êtres humains et les événements suivront. Il n'y a pas besoin de cause externe, c'est ce que nous observons aujourd'hui dans un grand bond de l'évolution. Il y a eu une transition extraordinaire il y a 60 millions d'années. Les grandes espèces ont disparu tandis que les plus petites ont survécu. Nature a expérimenté avec la taille et a ensuite décidé de se concentrer sur d'autres aspects tels que la compétence et la rapidité. Il y avait aussi des géants humains, comme les dinosaures, mais ils sont devenus éteints. Il y a des preuves de cela, comme des ossements géants découverts en Amérique du Sud. Chaque culture a des histoires de géants, mais ils ont tous été éliminés pour laisser la place à des types plus petits et agiles. Chaque type de vie reste fidèle à son propre modèle, limité par sa propre nature et ne peut pas transgresser ses limites pour passer à une autre nature. C'est un point important à retenir. Dans cet extrait, l'auteur explore l'idée selon laquelle chaque étape de la conscience est spécialisée dans un type spécifique, avec de légères variations. Il remet en question l'idée d'une évolution vers un super-esprit en tant que prochaine création terrestre, en soulignant la différence radicale entre l'esprit ordinaire et le super-esprit. Cependant, il suggère également que si une intention existait pour faire évoluer cette conscience supérieure, cela nécessiterait à la fois une volonté de la part de cette conscience supérieure de s'incarner dans la matière et un principe caché de super-esprit émergeant de la matière pour la façonner. L'auteur met également en évidence la capacité de la raison à explorer les solutions les plus probables, ainsi que la présence d'une conscience supérieure sous-jacente qui connaît déjà la solution et le chemin pour y parvenir. Cette conscience supérieure soutient le fonctionnement de la raison et permet la reconnaissance d'une solution valide. Ainsi, l'auteur propose que cette conscience supérieure se manifeste dans les processus intellectuels, contribuant à la compréhension et à la résolution des problèmes. Dans ce passage, il est expliqué que le pouvoir de raisonnement commence à s'affirmer directement et que le super-esprit secret peut pousser l'esprit à trouver une solution. Cette affirmation de soi de l'intuition se manifeste de plus en plus, remplissant l'esprit et le transformant de l'intérieur. Cela porte à la naissance d'un esprit supramental qui remplace complètement l'esprit précédent par sa propre fonctionnement direct. Il est précisé qu'il existe deux mécanismes de transformation, soit à partir du super-esprit secret caché, soit par une révélation du pouvoir de la conscience supérieure. Ces mécanismes se sont également produits dans les transitions de la matière à la vie et de la vie à l'esprit. Cependant, l'auteur suggère qu'il n'est peut-être pas nécessaire que ces mécanismes se produisent dans cette création et que le but de celle-ci est peut-être simplement pour le super-esprit de rester en arrière-plan pour la soutenir et la maintenir. Il est également dit que l'homme est le sommet de cette création ignorante et qu'il a atteint la conscience et la connaissance maximale dont il est capable. Si l'homme est d'aller plus loin, il ne fera que tourner en rond dans ses propres cycles mentaux. L'idée d'une progression infinie vers une connaissance divine est qualifiée de délusion et il est suggéré que pour atteindre un état supérieur, l'âme de l'homme doit sortir de cette existence cosmique soit vers un monde de bonheur et de connaissance, soit dans l'éternel et l'infini non manifesté. L'auteur remet également en question la théorie de l'évolution telle que présentée par la science, affirmant que les généralisations qu'elle fait ne sont pas durables et qu'il n'y a pas de preuves montrant que les variations dans l'hérédité peuvent entraîner des changements radicaux dans le type de spécification d'une espèce. En somme, l'auteur remet en question l'idée d'une progression linéaire infinie et soutient que l'évolution vers une connaissance divine ou un état supérieur nécessite de sortir de l'existence terrestre actuelle. Il n'a pas encore été vraiment établi que les singes se sont développés en hommes.
Au cours des 100 dernières années, il n'y a pas eu de progrès dans cette réalité et nous n'avons toujours pas trouvé de preuve que les singes se sont développés en hommes. Ce que nous avons trouvé est intéressant, car il semblerait plutôt qu'un type ressemblant au singe se soit développé selon ses propres tendances naturelles et soit devenu ce que nous connaissons comme étant l'homme. Les preuves suggèrent qu'il y avait un certain type qui s'est développé à l'intérieur de son propre type pour devenir ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, mais il ne s'agissait jamais de singes. Ils étaient déjà d'un type différent. Nous avons aujourd'hui des preuves de nombreux autres types, même au sein de l'espèce humaine, mais ils ont tous grandi dans leur propre type et sont devenus éteints, sans pour autant se transformer en êtres humains. Par exemple, il y a le Cro-Magnon et Ursula, ainsi qu'un autre récemment découvert. Ils ont coexisté de manière intéressante, comme en témoignent les découvertes archéologiques qui montrent souvent le Cro-Magnon et l'Homo sapiens dans les mêmes couches géologiques. Il semble même qu'ils étaient presque amis. Cela signifierait qu'il y avait un type humain et un type subhumain, mais pas de singes, et ils étaient ensemble. Il existe également des récits de ce genre dans le Ramayana, daté d'environ 5000 avant Jésus-Christ, où il est décrit un type appelé Vanara, semblable à un singe mais capable de marcher sur deux pieds, de converser et proche du Cro-Magnon. Ils étaient également en contact avec des êtres humains, sous leur propre roi et royaume. On observe donc une coexistence de différentes espèces. Il n'a même pas été établi que des races inférieures d'hommes se sont développées en races supérieures. Les races restent généralement au sein de leur propre type, même si elles se développent en termes d'intelligence ou d'autres compétences. Même si cela n'est pas politiquement correct à dire, il existe des races avec un chi moyen plus bas, et d'autres avec un chi moyen plus élevé, mais on ne peut pas affirmer qu'une race inférieure s'est développée pour donner naissance aux races humaines d'aujourd'hui. En résumé, il n'y a pas encore de preuve que la matière s'est développée en cellules vivantes, ni que la vie s'est développée en énergie mentale. On n'a pas encore vu comment la matière devient une cellule vivante, il y a eu des tentatives en laboratoire, mais elles ont échoué jusqu'à présent. On pensait autrefois que si on laissait la matière telle qu'elle, la vie en émergerait. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait déjà une minuscule forme de vie, virus ou bactérie, qui avait infecté cette matière et qui a ensuite grandi, donnant l'impression que la vie émergeait de la matière morte. En réalité, la vie était déjà présente, mais on ne pouvait pas la voir. En ce qui concerne l'évolution des espèces végétales en espèces animales, aucune preuve suffisante n'a été trouvée. Chaque niveau de conscience s'est développé à partir d'un minuscule fragment de conscience préexistant qui est devenu de plus en plus grand et organisé, mais il est resté ce qu'il était en termes de conscience. Ainsi, nous pouvons dire qu'à partir d'une bactérie, une bactérie plus complexe peut émerger, mais il doit toujours y avoir une petite graine, une bactérie de laquelle elle émerge. Ce n'est pas à partir de la matière morte que les bactéries ou les cellules vivantes émergent. En résumé, nous n'avons pas encore vu comment la matière devient une cellule vivante et il n'y a pas de preuve suffisante que les espèces végétales se développent en espèces animales ou que la matière inorganique se développe en matière vivante. Selon cette analyse, il n'existe pas de concept d'évolution linéaire dans la nature, mais plutôt une alternative où chaque niveau de la nature terrestre est lié à son propre type d'énergie. Il est suggéré que les différentes formes et types d'êtres résultent de la force de conscience de l'esprit cosmique se manifestant dans la matière. Cette force créative utilise différentes méthodes physiques pour donner forme à la matière en fonction des différents degrés de conscience. Il est également suggéré qu'il est possible que certaines formes de vie, telles que les êtres semi-solides ou subtils, se densifient progressivement pour devenir des êtres matériels complets. Le cas de la pieuvre est cité comme un exemple de créature qui ne peut pas être expliquée par les concepts conventionnels d'évolution, suggérant ainsi une autre ligne d'évolution provenant d'un autre système planétaire. En outre, il est fait mention des licornes, qui seraient des créatures rares et puissantes provenant d'un domaine physique subtil et pouvant se matérialiser partiellement. Cette hypothèse simplifie le mécanisme de l'évolution en montrant que, à mesure que nous élevons notre niveau de conscience, notre esprit a le pouvoir de façonner la matière. L'énergie ne fait qu'écouler et peut donc se développer, s'étirer pour atteindre l'espace physique sans grande pertinence. Elle peut devenir aussi élastique qu'elle le souhaite, intense ou faible, simplement en le voulant. Cette élasticité lui permet également de se densifier en vibration, de devenir de plus en plus terne, perdant ainsi son élasticité et sa plasticité jusqu'à devenir semi-matérialisée, proche du domaine physique. Prenons maintenant un pas au-dessus du vital, dans le monde mental. Tout y est fait d'idées, de conception d'idées. Vous pouvez donc concevoir une licorne, la visualiser et la créer uniquement par le pouvoir de votre esprit créatif. Une forme de pensée émerge alors, à laquelle vous ajoutez de l'énergie pour la densifier jusqu'à lui donner un caractère énergétique vital mental, puis vous la densifiez encore davantage jusqu'au domaine matériel. Vous pouvez ainsi littéralement créer une nouvelle espèce de créature. Cependant, cela ne suffit pas, car l'esprit n'est pas assez puissant pour la maintenir. Pour cela, il faut aller encore plus loin, vers l'idéal réel, le pouvoir créateur supramental. Dans cette création, ce n'est plus seulement l'esprit qui crée une forme, mais la conscience qui prend une substance énergétique puis la connaît dans sa forme, sa manière de réagir face aux défis et aux situations. Tout cela est détenu simultanément dans une conscience souple et flexible, et forme une véritable idée, avec un pouvoir réel et autonome. C'est ainsi que l'univers a été créé, une véritable idée est devenue univers.
Mais une véritable idée peut aussi devenir des espèces ou des formes. Avant que le cheval n'apparaisse sur Terre, l'idée réelle du cheval existait déjà dans le domaine de l'esprit ou du monde vital. Elle pouvait se rendre directement au monde vital ou subtil physique, puis, par le plaisir de la conscience, la densifier jusqu'à ce qu'elle acquiert un caractère suffisamment dense pour devenir physique. Avec le temps, cette espèce est devenue de plus en plus tangible. De nos jours, il existe encore quelques exemples de créatures de ce genre, telles que la licorne mythique, le Yéti ou le Bigfoot. Elles sont parfois vues et décrites par quelques personnes, mais jamais photographiées. Elles laissent des empreintes, mais ne peuvent pas être capturées. Peut-être se trouve-t-elle à la frontière entre le subtil physique et le physique, apparaissant davantage lorsque la densité est plus élevée. Une découverte intéressante est celle du colacanthe, un poisson dont les os ont été trouvés dans les mêmes couches que les dinosaures éteints. Il possède des nageoires avec des os qui suggèrent la formation de pieds ou de mains. Avant cela, aucune transition entre poisson et animal terrestre n'avait été observée. Cela aurait été une preuve de transition évolutionnaire, mais malheureusement, il ne reste que des structures osseuses partielles. Malgré cela, la découverte du colacanthe vivant dans les océans est fascinante. Il a été trouvé au large de la côte de l'Afrique, et on peut voir qu'il n'a pas de mains ni de pieds, mais de simples nageoires. Ainsi, la théorie a été démentie et le lien manque toujours. D'où vient le colacanthe ? On a découvert qu'un très petit nombre de ces poissons étaient parfois capturés au large de Madagascar et qu'ils se reproduisaient dans la région des îles Andaman avant de retourner dans les profondeurs de l'océan. L'existence de cette espèce qui comble le fossé entre différentes espèces et qui était supposée être éteinte depuis 60 millions d'années, a été soudainement découverte vivante dans l'océan. Cela semble presque comme si la nature offrait un défi à l'humanité, en disant « Eh bien, eh bien, eh bien ». Il n'est pas si facile de comprendre comment de nouvelles espèces apparaissent, mais il semblerait que la nature ait le pouvoir de matérialiser les espèces selon ses besoins, sans avoir besoin de notre intervention. Parfois, de nouvelles espèces étranges apparaissent dans des régions reculées, comme si elles venaient de nulle part. Nous ne savons pas exactement comment cela se produit, mais il est possible que la nature utilise différents mécanismes de matérialisation. Un exemple de ce processus est la création de nouvelles variations de bactéries à partir des énergies laissées par les désirs humains après la mort. Les empreintes énergétiques des désirs peuvent se transformer en bactéries, créant ainsi de nouvelles variations de bactéries tout le temps. De plus, il a été découvert que chaque individu a une empreinte bactérienne unique, ce qui suggère que nos états émotionnels et nos désirs influencent la composition de nos bactéries intestinales. Ces bactéries ont un impact non seulement sur notre santé physique, mais aussi sur nos processus de pensée et nos états émotionnels. Par exemple, certaines bactéries intestinales peuvent modifier nos formes de pensée et nous rendre plus attirés par certaines choses. En considérant les bactéries comme des empreintes énergétiques, on peut mieux comprendre leur rôle et leur influence. Les comportements peuvent être modifiés uniquement par des termes génétiques, vous ne pouvez pas expliquer comment les bactéries dans notre intestin peuvent changer le processus de pensée d'une souris ou modifier le comportement d'une espèce pour surmonter l'instinct de peur des chats. À moins que ce ne soit un changement énergétique plutôt que génétique, ce qui aurait des implications massives. Cela signifie que nos bactéries intestinales sont le produit de nos empreintes de désir, qui influencent ensuite nos formes de pensée et nos réactions émotionnelles. De plus en plus, les chercheurs établissent des corrélations entre les bactéries intestinales et la propension de notre corps à prendre ou perdre du poids, les crises épileptiques, les troubles psychiatriques, etc. En supprimant certaines bactéries intestinales, on peut modifier ces conditions psychiatriques, ce qui est inexplicable à moins de considérer que les bactéries sont des empreintes énergétiques qui entrent en nous et modifient notre pensée. En outre, chaque personne porte un environnement bactérien unique qui peut être mesuré et spécifique à chaque individu. Comment ces bactéries s'échappent-elles de notre peau pour former cet environnement ? Ce n'est pas explicable, à moins de considérer que les bactéries sont une cristallisation de notre aura énergétique, de nos émotions et de nos pensées. Notre pensée et nos émotions se matérialisent dans les types de bactéries que nous abritons et ces bactéries rétroagissent pour renforcer les mêmes schémas de pensée et émotionnels chez nous. Ce phénomène est déjà en cours de réalisation dans et autour de nous. Donc, pourquoi ne pas envisager que les bactéries évoluent pour devenir plus complexes et acquièrent leur propre type de conscience, de pensée et d'émotion ? Il n'est pas improbable que les bactéries se développent pour devenir une forme plus complexe de conscience énergétique. Il existe déjà de nombreux exemples de représentations physiques de faisceaux d'énergie qui interagissent de manière constante et complexe. Alors pourquoi pas les bactéries ? L'auteur explique ensuite que les formes matérialisées dans la matière se sont manifestées grâce à la création d'infinitésimaux chargés d'une immense énergie qui se sont associés de manière organisée pour créer des objets sensibles tels que la terre, l'eau, les minéraux, etc. Cette création se fait par un processus de groupement et d'association de ces infinitésimaux. Dans ce passage, il est expliqué que tout ce qui existe dans le monde matériel, que ce soit les minéraux, les métaux, la terre, l'eau ou les organismes vivants, est formé par la combinaison de particules infiniment petites appelées molécules. Ces molécules se regroupent pour former des structures stables qui à leur tour se combinent pour former des objets plus complexes. On nous dit aussi que ce processus de formation des formes se retrouve à différents niveaux de la vie, des végétaux aux animaux.
Les formes de vie les plus petites et les plus simples, telles que les cellules végétales et animales, sont les éléments de base à partir desquels des structures plus complexes se développent. Cette création de formes distinctes se fait par le regroupement et l'association de ces éléments de base. L'auteur souligne que ce schéma de formation des formes ne prouve pas l'évolution, mais simplement la création de différents types de formes à partir des mêmes éléments de base. Par exemple, si l'on modifie les gènes d'un lapin, on obtient une créature complètement différente, mais cela ne signifie pas que cette nouvelle créature a évolué à partir du lapin. Enfin, l'auteur défie le paradigme scientifique de l'évolution en affirmant que les différentes formes observées dans l'embryon humain ne prouvent pas non plus l'évolution, mais plutôt la diversité des possibilités de création qui sont le résultat d'une force consciente jouant avec ses propres idées. Dans cet extrait, il est question de la relation entre l'évolution et la création des différentes formes de vie. L'auteur explique que chaque type de créature évolue à sa manière, avec des variations et des caractéristiques spécifiques. Cela se produit grâce à des forces et des mécanismes encore inconnus pour la science, tels que les rayons lumineux. L'auteur souligne également que l'homme est juste l'un des nombreux types de créatures formés par ce processus, et que le prochain type d'humanité pourrait émerger grâce à une autre forme de processus évolutif. Comprendre ces principes fondamentaux de l'évolution permettrait de comprendre comment la nouvelle humanité doit émerger et quel sera son lien avec l'humanité actuelle. On parle aussi du mécanisme de sélection naturelle et de l'influence de la conscience et de l'énergie sur les variations psychologiques des différentes cultures et nations. En comprenant ces principes, on pourrait également comprendre les principes évolutifs qui s'appliquent à n'importe quelle planète ou galaxie dans l'univers. Cependant, l'auteur soulève encore la question de savoir ce qui cause réellement l'évolution et le changement d'un type à un autre, et cela reste un mystère à résoudre. Cet extrait montre la profonde compréhension de l'auteur de ces concepts et souligne le lien entre la science physique et la science occulte. La science actuelle intervient déjà au niveau physique, mais il est possible d'aller plus loin et d'intervenir au niveau du principe de la vie. Cela permettrait d'avoir un mécanisme occulte d'intervention. On peut également aller jusqu'au niveau spirituel, qui est le noyau de la conscience, pour avoir un pouvoir d'intervention spirituelle. Peu importe les moyens utilisés, une fois que l'on a le noyau, on peut utiliser n'importe quel type de machine pour concrétiser ce que le noyau est capable de faire. C'est pourquoi ce chapitre est si important. Nous pouvons prendre quelques minutes pour méditer sur cela et continuer la discussion le dimanche prochain.